le grand journal, les titres. Binta Diallo. Missira, localité où le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise s'est écrasé. En attendant les premiers éléments de l'enquête, nous allons vous parler du lieu où le drame dans le département de Foundiougne s'est produit, lieu du reste très difficile d'accès. Les techniques liées au premier secours en cas d'accident, beaucoup de Sénégalais l'ignorent. Nous avons fait un tour dans la banlieue dakaroise. Lobat Fall n'est plus. L'ancien transporteur est décédé aujourd'hui des suites d'une maladie à l'hôpital principal de Dakar. L'ancien député socialiste a bien marqué son époque. Youssou Ndour parle de l'homme, vous l'entendrez dans ce grand journal. Le parrainage à la prochaine présidentielle, tout porte à le croire. Le chef de l'État a insisté sur la question hier lors d'une rencontre avec les parties prenantes aux concertations sur le processus électoral. Le président Macky Sall, hôte du Dakar de Médina Gounass, aujourd'hui la retraite spirituelle au 7e jour. Le grand journal, c'est également la page internationale. Bonjour, Sornana Tambaye. Bonjour, Binta Diallo. Les titres. En Gambie, les médecins entament leur deuxième semaine de grève illimitée. Des excuses publiques de leur ministre de tutelle qui les avait traités de corrompus, une de leurs exigences. Le dernier communiqué de la ministre Safilo Cissé n'a pas réussi à les calmer. Les médecins réclament son départ. Les soldats de l'opération Barkhane au Sahel ont tué ou capturé une soixantaine de terroristes en un mois. Du matériel a également été saisi. Les opérations ont été menées dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Merci beaucoup Sornal. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Binta Diallo. Quels seront les temps forts du journal des sports? 16e de finale, retour de la Ligue des champions africaine. Génération Foot défile au Roya à ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. En conférence de presse ce matin, les deux entraîneurs ont déclaré s'attendre à une rencontre difficile. Ligue des champions en Europe cette fois-ci, affiche des quarts de finale connus. Le Real de Madrid retrouve la Juventus de Turin alors que Sadio Mané et Liverpool défieront Manchester City de Leroy Sané. Judo, 20e édition du tournoi international de Saint-Louis. Près de 120 combattants attendus dans la vieille capitale demain samedi. Merci Malal. La crise dans l'éducation. Le Premier ministre rencontre les syndicats dits représentatifs aujourd'hui. Ces rencontres ont-elles un impact positif sur les remous qui secouent l'école sénégalaise? Réponse d'un point de vue. Ce sera à partir de 12h30. À suivre la chronique actualité du vendredi de Mamoudou Ibra Kane et la revue de presse de Georges Déthié Diop. À la technique de ce grand journal, il y a Vincent Diop. À la présentation et avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Se rendre à Missira, plus précisément au lieu où s'est produit le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise, relève d'un véritable parcours du combattant. La localité située dans les îles du Saloum est très difficile d'accès. Un département de Foundiougne fortement insulaire avec des terres morcelées et des mangroves marécageuses. Reportage de Aminata Goudiaby. Dans un instant, hier, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé des séances de formation aux techniques de premier secours en cas d'accident. Constat dans la banlieue dakaroise où notre reporter s'est rendu. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas, disent-ils, l'attitude à adopter en cas de pareilles circonstances. Reportage Salif Sow. En cas d'accident, ce chauffeur de taxi clandestin ne saura pas quelle attitude adopter. Toutefois, il aimerait. Le conducteur en fera à sa tête aux risques et périls de la ou des victimes. Trouvés dans une minuscule cantine, ces deux femmes ignorent quoi faire devant un accident domestique. Changeons de cadre, direction une école publique, un collège.
Serigne Modou Fall. Il est en classe de 3e. Un jour, notre interlocuteur est tombé sur un accident de la circulation. Le véhicule, le scooter, ils se sont entrés en collision. Le collégien était spectateur. La personne qui était derrière le scooter était tombée. Il a une fracture au niveau du tibia gauche. C'était quoi ta réaction? Je n'ai rien fait. Les élèves, de même que les enseignants, doivent être formés sur les techniques de premier secours. En cas d'accident, insiste ce professeur, ex-agent de santé communautaire, premier secouriste de son école. L'enseignant étant le premier à tomber sur ce cas-là, s'il ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est le drame qui va se produire. Donc ce serait pas mal quand même d'initier d'abord les enseignants, ensuite les élèves. Un toit, un secouriste pour assurer le premier soin. Voilà son rêve. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. On mag la 84 ans. nuru woo 84 ans de wala milliards yi ñooy dalal xel mi. lu ma neexoon ak lu ma jaaroon yépp passé na. Il avait complètement disparu de la vie publique. Lobat Fall, que vous venez d'entendre, était d'un perdu de vue avec Astumben Tchoub. Il est ancien transporteur, ancien milliardaire, ancien député socialiste, décédé ce matin à l'hôpital principal de Dakar. La dernière sortie de Lobat Fall remonte à 2016. Dans une interview, l'homme d'affaires disait « Quand on travaille dans le secteur de l'économie, il faut toujours être du côté du pouvoir ». Youssou Ndour l'avait chanté, Lobat Mamadou Biram Fall, Bourguédé Nanou Dempodor. Youssou Ndour justement témoigne au téléphone de Barthélémy Ngom. C'est une grande perte parce que Lobat était un homme généreux, un homme vraiment qui adorait la culture. Moi, je l'ai connu dans le cadre de la culture parce que chaque fois qu'on allait à Dagana, dans le nord aussi, énormément de manifestations, il était présent. Il restait du début à la fin. Il adorait la culture et c'est quelqu'un de très bien qui est parti là. Vraiment très bien qui est parti. Lobat Fall. Une grande perte et pour le Sénégal, pour la culture, parce que il a beaucoup participé au développement de la culture et de la préservation de beaucoup de choses. Lobat Fall a été un as dans le domaine du transport routier. Il a été une icône de la gare routière pompier à la gare routière de Rufisque ce matin. Ses pairs témoignent. Reportage Isidore Alexandre Sen. Mania du transport s'en est allé. Lobat Fall est parti, mais il a imprimé ses marques en bien dans un secteur qui va le pleurer à jamais. Saher Sall, le vice-président garage taxi. C'est un rassembleur qui est parti. Il était d'une générosité légendaire pour tous les transporteurs. Il a aidé pas mal d'automobilistes et partagé tout avec les chauffeurs. À la gare routière des taximens sur le boulevard Maurice Gueye, beaucoup de jeunes conducteurs ne connaissent pas le défunt Lobat Fall. Toutefois, il inspire courage, disent-ils. Nous avons entendu parler de Lobat Fall. L'exemple, c'est à Pikine. Nous n'avons jamais vu le défunt, mais son nom restera à jamais célèbre. Voyant défenseur des transporteurs, celui dont une cité à Pikine porte le nom doit servir d'exemple pour les syndicats de transport. Lobat a attiré sa révérence, reste appuyé pour le repos de son âme, mais surtout préserver ses belles œuvres au bénéfice du transport. Nous lui rendons un vibrant hommage et prions pour lui. Que Dieu ait pitié de son âme. Isidore Alexandre Saint-Rufisque, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Vous êtes en train de suivre à Dakar sur la 94.0 le grand journal à 12h09. Le président de la République est arrivé à Médina Gounass où se tient le Dakar. Macky Sall va effectuer la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville avant d'effectuer la visite au site Abi Samaoun, lieu qui abrite le Dakar, situé à 10 km de Médina Gounass. Nous y reviendrons. À Mbour, les taxis clando ont manifesté dans les rues aujourd'hui. C'est pour protester contre la taxe municipale fixée à 200 francs CFA par jour, soit 6 000 francs le mois. La commune n'entend pas revenir sur sa décision, Abdourahmane Diallo. Les chauffeurs de taxis clando sont descendus ce matin aussi dans les rues de Mbour pour manifester contre la cherté des taxes municipales. La mairie de la commune de Mbour juge l'attitude de ces chauffeurs irresponsables. Fallou Silla, maire de la commune de Mbour. Vous allez au marché, la personne qui vend de la salade, des fruits, il paye 125 francs par jour.
Les charretiers, ils payent 225 francs par jour. Un taximan qui n'est pas en règle et qui est là depuis et qui travaille et qui dit que lui, il veut payer 100 francs. Ça, c'est pas possible. Et puis, ils disent qu'il y a au moins 5000 taxis. Mais sur les 5000 taxis recensés, 1500 ne payent pas. Ils travaillent jusqu'au soir, ils rentrent chez eux, soit à Fatick, soit à Thiès, soit dans d'autres régions. Le lendemain, ils reviennent. La commune ne compte pas faire marche arrière sur sa décision. Le maire ajoute que sur les 5 points de revendication des chauffeurs, les 4 ont été respectés. Ces gens-là ne veulent pas que la mairie avance. Il faut d'abord qu'ils aient respect à la population. Parce que la population paye trop cher avec les taxis. Vous allez ici à Saly, vous payez 2 fois à peu près 400 francs pour aller à Saly. Or, pour aller à Saly, normalement, vous devez payer 200 francs. Maintenant, ils sont venus, ils ont menacé, ils disent que voilà, ils ne paieront pas. Mais force reste à la loi. Le conseil municipal a voté, le préfet l'a adopté, c'est 200 francs par jour. Revenir pour dire que payer 100 francs à hauteur des gens qui vendent de la salade, ça c'est inadmissible. Ce samedi, le conseil municipal de Mbour va se réunir. C'est pour valider le plan de développement local. Mais lors de cette rencontre, l'affaire des chauffeurs de taxi clando n'est pas exclue dans les sujets de discussion. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Taten Serer, dans la commune de Noto Diobass, manque de tout. Depuis plus de 30 ans, les populations de cette localité disent souffrir le martyre. Le maire Ali Oussar et le sous-préfet de Noto viennent d'accéder à l'une des doléances de leur administré, Cheikh Anta Diop. Taten Serer, village situé dans la commune de Noto Diobass. Depuis plus de 30 ans, les populations sont confrontées à un problème de santé. Cette localité ne dispose pas de structure sanitaire. Les femmes parcourent des kilomètres pour se faire soigner. Désormais, les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Le maire de Noto Diobass, Alioune Sarr, vient de financer la construction d'un poste de santé. Ndeye Dione, porte-parole des femmes. Faute de poste de santé, il m'arrivait d'évacuer les femmes enceintes. Je les mettais sur des sarrettes. Certaines accouchaient dans les maisons. L'érection de ce poste de santé est venue à son heure. Le maire de Noto Diobass, Alioune Sarr, veut hisser le village vers de nouveaux horizons pour servir les aspirations des populations de Taten Serer. Cette année, je mettrai près de 200 millions uniquement dans la santé. Ce sont des financements qui sont disponibles, qui nous permettront de construire le poste de santé de Taten Serer, construire entre Babak, Djongan et Sesen un poste de santé, réhabiliter le poste de Kissan. Taten, vous avez vu donc tous les câblages électriques Taten. Taten fait plus de 5000 habitants et n'avait pas d'électricité. Ce chantier vient d'être achevé grâce justement au concours de l'État du Sénégal à travers l'ASER et le PUDC. Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a aussi offert aux populations de Taten Serer une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades. L'accès dans cette zone est extrêmement difficile. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La connexion Internet pose problème à Missirah, où le lieu du crash d'un des hélicoptères de l'armée est difficile d'accès. La localité située dans les îles du Saloum est très difficile d'accès. Je vous le disais donc, un département de Foundiougne fortement insulaire avec des terres morcelées et des mangroves marécageuses. Reportage à Aminata Goudjabi. Le lieu du crash est une partie du parc du delta du Saloum, une zone très difficile d'accès, une vingtaine de minutes de pirogue si vous embarquez à partir du quai de pêche de Missirah. Une fois débarqué, il faut patauger, braver la forêt dense de mangroves pour voir le reste de l'hélicoptère qui a crashé mercredi dernier. Sur place, le choc est grand. Et pour sauver les passagers, les habitants de Missirah ont dû couper une bonne partie de la mangrove. Vous et pêcheurs à Missirah. Pour nous gagner colonel bi, man ak ñet boy ñoo dag li. Gis nga bant bi sampu ni, mom moko gaay mom mangrove. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale et celui des forces armées, arrivés à Missirah à une heure de marée basse, l'accès a été encore beaucoup plus difficile pour eux. Malgré l'aide des militaires, ils sont sortis des lieux du crash. Les habitants. Nous sommes aujourd'hui ici à Missirah. Nous avons été effectivement sur le lieu du crash. Nous avons vu effectivement des images assez douloureuses. Aujourd'hui, nous sommes venus faire. Actuellement, les 12 sont pris en charge au plan médical au niveau de l'hôpital principal. Et il y a effectivement tout un accompagnement psychologique des familles. Augustin Tine, lui, n'a pas manqué de saluer le courage des populations de Missirah. Nous sommes venus tout particulièrement voir les populations de Missirah, les remercier, mais surtout les féliciter pour l'action ô combien généreuse et courageuse qu'elles ont menée pour sauver 12 personnes sur la vingtaine qui étaient dans le
l'hélicoptère. Missira, village où a eu lieu ce crash, accueille des dizaines de personnes venues de toutes les localités. Tout le monde veut constater de visu l'ampleur de l'accident. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Merci Aminata. Grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique et 1 milliard de francs CFA pour le nouveau fonds d'entrepreneuriat rapide au projet du domaine numérique. La couverture numérique ne sera pas un obstacle à ces annonces du chef de l'État hier lors de la première édition du forum sur le numérique. C'est l'avis du directeur général de l'ADIE. Selon Cheikh Bakhoum, le gouvernement entend aider les startups et la fibre optique à y voir plus clair. Cheikh Bakhoum était l'invité de RFM Matin. Nous saluons cette décision, cette volonté du président de la République d'accompagner les startups qui évoluent dans l'innovation numérique. On sait tous qu'aujourd'hui, notre économie et les économies du monde sont portées par les technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, notre pays ne doit pas être en reste. Et c'est pour cela que l'État a décidé d'accompagner toutes ces startups par la dotation de ce fonds déjà d'1 milliard au minimum pour cette année, pour accompagner les startups dans leur développement. Est-ce que le taux de couverture numérique ne risque pas de constituer un obstacle, l'Internet n'étant pas accessible à tous? Au contraire, je pense que notre pays a beaucoup d'avantages dans ce domaine parce qu'en termes d'infrastructure, que ce soit les opérateurs qui ont beaucoup investi quand même, quoi qu'on le dise, dans la plupart des régions du Sénégal, on a de l'infrastructure au débit qui existe. Aujourd'hui, l'État aussi a entrepris un vaste programme. Nous avons construit presque 4500 km de fibres, donc une infrastructure au débit présente dans tous les départements du Sénégal. L'État veut vraiment démocratiser le numérique, démocratiser l'Internet. On sait que l'accès à Internet est un enjeu majeur. Il faut l'accès, il faut également que le coût soit raisonnable. Et l'État a cette ferme volonté, à travers son président de la République hier, a encore rappelé qu'il nous fallait avoir des infrastructures haut débit partout au Sénégal, mais également que l'accès à Internet soit à un moindre coût. C'est sur cela que l'État travaille et je pense que le Sénégal est en avance comparé à beaucoup de pays de la sous-région aujourd'hui. Le parrainage à la prochaine présidentielle, tout porte à le croire. Le chef de l'État a insisté sur la question hier lors d'une rencontre avec les parties prenantes aux concertations sur le processus électoral. Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Binta Diallo. Alors vous avez quelques indiscrétions. Notez d'abord que la rencontre a duré environ 1 heure et le chef de l'État est arrivé en retard, très en retard. Raison est invoquée le crash de l'hélicoptère de l'armée à Missira avec ses 8 morts. Et à l'écoute du discours devant les parties prenantes aux concertations sur le processus électoral, on aura donc retenu que cette question relative au parrainage, le chef de l'État a insisté là-dessus et cela présage de son application lors de la présidentielle de 2019. L'objectif, selon Macky Sall, est clair. Il faut éviter la pagaille vécue lors des dernières législatives qui ont été marquées par une quarantaine de listes de partis et coalitions de partis en lice. Macky Sall a reçu donc le rapport du cadre de concertation sur le processus électoral. Il a promis de l'étudier et minutieusement. Cela à la suite du discours de Seydou Nourouba, l'ancien ambassadeur et président du dit cadre, se serait arrêté sur les points de divergence. Le bulletin unique, l'autorité ou organe consensuel devant conduire le processus électoral, l'organisation des élections locales, notamment les modes d'élection, la proposition de précision sur certaines dispositions légales ou constitutionnelles pour mentionner clairement que le mandat présidentiel en cours ne fait pas partie du décompte des 2 mandats successifs que ne peut dépasser un président. Et à ce propos, Macky Sall a souligné à ses hôtes qu'il ne va pas faire plus de 2 mandats. Sur les points de désaccord, de divergence, la balle maintenant dans le camp de Macky Sall. Combien de temps cela va prendre, Binta? Lui seul sait, seulement il est très attendu et 2019, c'est comme demain. Merci à Monsieur Indiscrétion, Georges Déthié Diop. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sorna. Rebonjour Binta Diallo. Le micro n'est pas encore ouvert, Vincent. Ah oui, c'est le cas. Alors, en Gambie, la grève des médecins Sorna Nata se poursuit malgré les excuses de la ministre de la Santé. Une grève illimitée décrétée depuis plus d'1 semaine. La ministre Safilo Cissé s'est finalement excusée après avoir traité les médecins de corrompus, mais ce n'est pas suffisant pour les syndicalistes qui continuent d'exiger sa démission. Bonjour, la correspondance d'Amadou Bari. Après une semaine de grève, le
bras de fer entre le syndicat de médecins gambiens et le ministre de tutelle est loin de connaître son épilogue. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi, ces médecins grévistes font savoir qu'il n'est pas question d'accepter les excuses non spécifiées du ministre. Dr Ibrahima Ba, secrétaire général du syndicat. Ces excuses ne mentionnent pas la rétraction de ces propos et ne sont pas spécifiées au syndicat des médecins concernés. Nous les considérons insipides et peu explicites et ne reflétant pas l'humilité requise d'un ministre. À la question de savoir jusqu'où iront-ils pour obtenir gain de cause, pour eux, à l'État de prouver son intérêt pour le secteur, même assermenté, loin d'eux d'accepter de servir dans certaines conditions difficiles et d'être traînés dans la boue, disent-ils. Dr Pa Amadou Sorna, membre du syndicat. Nous continuerons alors cette grève. Seuls les cas d'urgence seront traités. Cependant, nous poursuivons les pourparlers avec la présidence. Nous réclamons tout simplement sa tête parce qu'elle n'a plus la confiance des acteurs du département. Contacté pour réagir à ces derniers développements, le ministère s'abstient de tout commentaire. Pour certains Gambiens et patients rencontrés et qui ont préféré s'exprimer off-record, ces médecins abusent de la nouvelle ère démocratique du pays car, disent-ils, sous l'ex-régime, personne n'osait aller en grève. Dans une dépêche de presse reçue ce mardi, Madame le ministre a déclaré, suite au malentendu, je tiens à répéter, la déclaration que j'ai faite n'était pas par malice. Au contraire, c'était pour changer l'image négative dont le ministère fait l'objet. En tant que tête de file du secteur, je présente mes excuses à tous ceux qui pourraient être offensés par cette déclaration. Fin de citation. Amadou Bari Banjoul, Radio Futur Média. En Mauritanie, le Conseil des ministres a adopté hier jeudi un projet de loi qui augmente le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le nombre passe de 155 à 157. Le projet de loi intervient quelques mois après la suppression du Sénat lors du référendum constitutionnel. Le Niger à présent qui accueille ce vendredi une rencontre pour élaborer de nouvelles stratégies de lutte contre le trafic des migrants. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères de 9 pays d'Afrique dont le Sénégal, la Mauritanie, la Libye, mais aussi d'Europe, notamment l'Allemagne, l'Italie et la France se réunissent toute la journée à Niamey. Pour les pays membres de l'Union européenne, il faut renforcer les contrôles aux frontières et s'attaquer aux convoyeurs. Selon Europol, l'organe européen de coordination policière, les réseaux de passeurs ont engrangé entre 3 et 6 milliards d'euros en 2015, soit entre 2 000 et 4 000 milliards de francs. Les responsables des pays africains, eux, réfléchissent sur les solutions adaptées à leur réalité pour retenir les candidats à l'immigration. Lutte contre le terrorisme au Sahel, l'opération Barkhane fait un petit bilan. Entre février et mars, les membres de l'opération ont réussi à tuer ou capturer une soixantaine de terroristes dans la partie appelée zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un important lot de matériel a également été saisi, des véhicules, des engins explosifs. L'opération Barkhane compte 4000 soldats français. Avant de nous quitter, Binta, Robert Mugabe, toujours pas remis de sa destitution. Lors d'une interview télévisée sur la chaîne publique zimbabwéenne, il a qualifié le coup d'État d'une honte à effacer. Dans cette première déclaration publique depuis son départ, Robert Mugabe s'en est pris à son successeur et ancien vice-président Emerson Mnangagwa. Certains pensent que Mugabe pourrait utiliser les tensions au sein de son parti, la ZANU-PF, pour essayer de revenir aux affaires. Merci beaucoup, Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Et vous aurez la parole tout à l'heure sur la crise dans l'éducation. Le Premier ministre rencontre les syndicats dits représentatifs de l'enseignement depuis ce matin. Ces rencontres ont-elles un impact positif sur les remous qui secouent l'école sénégalaise? Ce sera tout à l'heure avec Mamadou Mikalom, journaliste spécialiste des questions d'éducation, directeur de publication du bi-hebdo Monde de l'éducation. Il y aura également Damsek, secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. RFM Sport. Rebonjour Malal. Rebonjour Binta Diallo. Génération Foot vise la victoire face au
Oroya AC. Oroya AC. Ce samedi, l'équipe championne de la Guinée-Conakry qui avait battu celle du Sénégal lors de la manche aller au niveau de la Ligue des Champions, les 16e de finale. La manche retour se joue demain samedi et en conférence presse ce matin, les deux entraîneurs ont déclaré se méfier des équipes qu'ils vont affronter. Selon les deux techniciens, on va donc vers un match difficile, mais pour celui de l'équipe sénégalaise, toutes les conditions sont réunies pour réaliser un exploit. Le Sénégal n'a plus placé une équipe dans les phases de poule depuis 2004 avec la vieille Jeanne d'Arc de Dakar, un exploit que l'équipe de Génération Foot, champion du Sénégal en titre, veut rééditer. La rencontre est prévue ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 17h30. Match à suivre en direct sur la RFM, mais également sur la télévision Futur Média. Soda Thiam était ce matin présente à la conférence de presse des deux entraîneurs. La rencontre Génération Foot Oroya AC comptant pour les 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions reste décisive. Du côté de Oroya AC, malgré leur victoire de la phase aller, ils s'attendent à un match difficile face au club de Denis Biramdao, selon l'entraîneur de l'équipe guinéenne, Victor Zunka. Il n'y a pas de match où on peut être tranquille. Ça n'existe pas. Parce que quoi qu'il se passe, l'adversaire ou l'équipe qui a un petit avantage va jouer ce match pour faire naturellement le meilleur résultat possible. Même si on avait gagné 2-0, 3-0, je suis sûr que ça n'aurait pas été un match facile. Donc nous, on se prépare à un match très difficile, mais aussi avec un état d'esprit pour naturellement se qualifier. Son homologue de Génération Foot, lui, affirme que ses joueurs ont appris de leurs erreurs de la manche aller. Olivier Perrin fait confiance à ses poulains pour ce match retour. Le comportement des joueurs à l'intérieur d'un match, je le découvre également. Je le découvre également parce que c'est les circonstances qui font qu'on découvre les joueurs. Même si vous travaillez avec eux depuis longtemps, à un moment donné, l'élévation du niveau de compétition fait que vous découvrez des choses et que les joueurs se découvrent à l'intérieur. Ce qui me plaît chez mes joueurs, c'est qu'ils ont du culot, c'est qu'ils apprennent vite, c'est qu'ils ne sont pas remarqués par le fait d'avoir perdu. Ce qui est important pour nous, staff technique, c'est de bien connaître nos joueurs. Mais le lendemain matin, on se lève, voilà, le score c'est 2-1. Soyons réalistes et travaillons pour gagner le match suivant. Chacun des deux entraîneurs reste optimiste pour la victoire. La rencontre Génération Foot Oroya Athletic Club est prévue ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Soda Thiam note également que le 12e Gaïndé a sonné la grande mobilisation pour venir donc pousser l'équipe de Denis Biramdao à la victoire. Vous entendrez le président du 12e Gaïndé dans nos prochaines éditions. Issa Laye Diop a noté également toutes les écoles de football de la région de Dakar sont invitées à venir en maillot pour donc pousser l'équipe de Génération Foot vers l'exploit. Alors, nous allons toujours parler de football Malal, by Omar Niasse, qui parle de sa relation avec Keman. Oui, Keman, donc, c'est son ancien entraîneur qu'il avait mis au frigo, même il avait mis dans la réserve, donc, au moment où il était aux commandes, une situation difficile vécue avec philosophie par le joueur qui a déclaré avoir beaucoup appris de ses difficultés pour renaître et revenir plus fort. By Omar Niasse a accordé une interview à notre correspondant spécial à Londres, Alassane Seck, un extrait. Comment c'est une histoire qui a été difficile pour moi à gérer et je pense qu'à la fin aussi ça a été plus difficile pour lui. Il a eu à faire des décisions qui n'allaient pas, qui n'arrangeaient personne en quelque sorte, qui ne m'arrangeaient pas Everton et à la fin aussi qui ne l'arrangeaient pas. Mais bon, l'essentiel pour moi c'était de faire mon boulot et d'être concentré. C'est ce que j'ai pu faire pour lui montrer que je pouvais apporter des choses au club. Et quels étaient vos rapports avant qu'il ne quitte Everton? Ouais, après la pluie, c'était un peu le beau temps. On avait des rapports professionnels, pas plus. On n'était pas des amis. Le strict minimum, c'est-à-dire entre coach et joueur, on se rend sur le terrain, il me dit ce qu'il faut faire, mais c'était des rapports juste professionnels. Et cette relation avec votre entraîneur, votre ex-entraîneur Ronald Koeman avait un peu impacté sur votre sélection nationale. Aujourd'hui que vous plantez les buts, vous retournez en équipe nationale et qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça m'a coûté une place en équipe nationale parce que avant que j'ai des problèmes, j'allais toujours avec l'équipe nationale en sélection. Maintenant, quand j'ai commencé à avoir les problèmes, j'ai eu à parler avec le coach Aliou qui m'a expliqué la situation et j'ai compris aussi. Ligue des champions en Europe, le tableau des quarts de finale connu. Avec de vieilles connaissances qui vont se retrouver au début du mois d'avril, le Real de Madrid, champion d'Europe en titre, retrouve
L'équipe vice-championne d'Europe en titre, la Juventus de Turin, c'est l'affiche de la dernière finale. Le choc entre équipe anglaise Liverpool de Sadio Mané qui va croiser Manchester City de Leroy Sané. À noter également que le Bayern de Munich va jouer contre les FC Séville tombeurs de Manchester United et les Blaugrana d'un certain Lionel Messi défieront l'équipe de l'AS Roma. On va parler de basket et de judo pour finir, Binta, avec ce vendredi l'entame de la 11e journée chez les dames. Une seule rencontre au programme, BOP contre le Jaraaf de Dakar. Judo avec le tournoi international de Saint-Louis prévu demain au complexe Didier Marie au sud de l'île. Près de 120 combattants sont attendus. Nous allons écouter le président du comité d'organisation sur les préparatifs de cette compétition. Amar Aou, il s'appelle. Tout est fin prêt. D'ailleurs, les délégations commencent à arriver à Saint-Louis. La Guinée, la Gambie, la Mauritanie sont déjà sur place, même le Togo. Nous attendons donc les autres d'ici 13 heures. Ils vont arriver à Dakar. Sur les autres aspects, il faut dire que c'est la 20e édition. Nous sommes des habitués donc, de cette organisation-là. En ce moment, tout est fin prêt. Il y a des petits réglages à faire pour vraiment agrémenter le séjour de nos zones. Donc, nous attendons 6 pays. Et aujourd'hui, avec l'équipe nationale et l'ensemble des clubs du Sénégal, nous pensons qu'on a une participation approximativement de 100 à 120 combattants. 120 combattants, parmi lesquels, Binta, on n'aura pas Barthélémy Diaz parce qu'il est en très nul au judo. Barthélémy Ngom. Barthélémy Diaz, par contre, il est très bon en judo. Ah c'est ce que j'ai appris. Barthélémy Diaz. Donc il faut se méfier de lui alors. Presque toujours. C'est avec Georges Déthié-Diop. Après le crash, le film, et c'est l'Observateur qui le déroule dans sa livraison du jour. Le journal s'est rendu sur les lieux du drame et a fait parler les témoins comme Madou Diarra, premier secouriste sur les lieux. Il raconte la violence du choc, les cris des miraculés dans le noir, certains coincés dans l'appareil. Les photos des débris de l'hélico à voir dans l'Observateur qui nous apprend que les premiers rescapés ont été sauvés par les villageois à l'aide de lampes torches et de coupe-coupe. Le bilan de l'accident, 8 morts. Les photos de certaines de ces victimes décédées à la page de titre du quotidien LAS qui décline ainsi les visages de l'horreur. Entre autres, le sergent-chef Tiende Lafal, mécanicien pilote du Mi-17, Emmanuel Sarr, pilote qui devait se marier demain samedi. Les nouvelles des rescapés maintenant, c'est Source A qui nous fait part de leur situation. Ils sont entre traumatisme, coma, tentative de réanimation entre autres. Selon Source A, Anne Colli, toujours aux urgences, souffre de plusieurs traumatismes. Célestine Tendeng, elle, est toujours dans le coma. Odile Préra, en salle de réveil après son opération. L'adjudant Muntagasso, lui, est aux urgences, tout comme Geneviève, Léa Sagna et Florence. Quelqu'un qui est vraiment affecté par le drame de Missira, Robert Sagna. Beaucoup de journaux parlent de lui et le quotidien lui consacre sa une. Le titre du journal est évocateur. Robert crache sa peine. Oui, Robert est très peiné. Et pour cause, le quotidien nous apprend que 5 des 8 victimes sont de sa famille. Une conséquence du crash de l'hélicoptère de l'armée au sommet de l'État, Libération indique que Macky Sall annule tous ses déplacements. Il ne se rendra plus au Brésil. En Espagne, la communauté sénégalaise est frappée par un drame. Mamba Ndiaye, mort à la suite d'une course-poursuite avec des policiers à Madrid. Selon le journal, la victime originaire de Pire est âgée de 35 ans. Enquête nous apprend que son cœur a lâché alors qu'il était poursuivi avec d'autres vendeurs à la sauvette par une patrouille de la police municipale. Cette information à la une de Libération liée à la lutte contre le terrorisme. Bouhariba, le 33e terroriste présumé dans l'affaire Imam Ndao, sera jugé dans les prochains jours par la chambre criminelle. Le ressortissant malien avait été discrètement accueilli dans un forêt à la Sicap Mbao après avoir oublié son téléphone bourré de vidéos djihadistes à l'agence BOA sur l'avenue Lamine Gueye. Libération rapporte que l'enquête a révélé que les terroristes présumés communiquaient à travers un groupe WhatsApp et que les services maliens ont établi des liens formels entre le mis en cause présumé et le groupe terroriste Front de libération du Massina. À la une du journal Le Soleil, les échos du premier forum sur le numérique. Le chef de l'État a annoncé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA du nouveau fonds d'entrepreneuriat rapide au projet du domaine numérique. Macky Sall a aussi annoncé la création d'un grand prix du chef de l'État. En sport, pour terminer, un entretien exclusif de Santi Agne à lire dans Record. Le sociétaire du FC Nantes en France, convoqué par Aliou Cissé, confie à Record pourquoi il a opté pour le Sénégal. Record qui s'intéresse aussi à Ferland Mendy, oublié par Didier Deschamps
figurant dans la liste des 24 bleus retenus pour les matchs amicaux contre la Colombie et la Russie. Le journal se pose la question de savoir si Ferland Mendy n'est pas proche maintenant des Lions. Stade est aussi sur la même longueur d'onde et parle d'un Ferland à la porte des Lions. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. La crise dans l'éducation, le Premier ministre rencontre à l'instant les syndicats dits représentatifs de l'enseignement. Ces rencontres ont-elles un impact positif sur les remous qui secouent l'école sénégalaise? Nous allons en discuter avec Mamoudou Mikalom, journaliste spécialiste des questions d'éducation, directeur de publication du Bi-Hebdo Monde de l'éducation. Bonjour Mika. Bonjour. Alors, nous allons également recevoir M. Damsek, secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Bonjour, M. Sek. Bonjour, madame. Alors, Mikalom, la rencontre d'aujourd'hui avec le Premier ministre et les syndicats de l'enseignement, dits syndicats représentatifs, j'allais dire, c'est une autre rencontre. Bon, c'est pas la première fois que le Premier ministre rencontre les syndicats de l'enseignement. Que peut-on attendre, Mikalom, de cette rencontre d'aujourd'hui? Peut-on attendre, ou ce que nous souhaitons attendre? Oui. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait quand même un résultat positif qui aboutit à la description de la situation. Parce que vraiment, les parents sont inquiets, toutes les communautés éducatives sont inquiètes. Absolument. Oui, je pense qu'il faudra qu'on s'accorde sur certains concepts. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de renégocier. Mais il faut quand même peut-être mettre les points sur les i. C'est-à-dire les Sénégalais, ce qu'ils attendent de ce gouvernement-là, qui avait annoncé la rupture dans la pratique de certaines choses, parce qu'ils avaient, lors de la campagne électorale ou lors de l'avènement même du pouvoir en place, parler d'accords réalistes et réalisables. Ils avaient parlé d'accords réalistes et réalisables. Absolument. Et tout le monde avait applaudi par 2 mains ou par les 3 mains. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on attendait qu'on est en train de vivre. Alors, donc, oui, on vous écoute. Oui, allez-y, Mikalom. Oui, donc, vous-même, vous avez dit, c'est une rencontre de plus. Oui, c'est une autre rencontre. C'est une rencontre de plus. Oui. Il y a eu tellement de rencontres, les rencontres se succèdent et se ressemblent. Oui, Damsek, vous êtes secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, un maillot très important dans ce dispositif. Alors, vous attendez à quel résultat à l'issue de cette rencontre entre le Premier ministre et les syndicats d'enseignement dits représentatifs? Nous attendons que l'État puisse peut-être essayer de faire un pas de plus. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il est vrai qu'on a proposé 12 milliards que les enseignants n'ont pas pu estimer être à la hauteur de leurs revendications. Pour les indemnités de logement. Pour les indemnités de logement. Absolument. Et de ce fait, donc, si le Premier ministre vient avec d'autres propositions, pour au moins essayer de dire qu'ils sont dans la voie de la satisfaction, peut-être pas totale, mais partielle, ce serait une très bonne chose. Nous avions déjà fait, disons, des recommandations de sortie de crise. Nous avions demandé à l'État de faire un petit pas, quel que soit ce pas-là, pour au moins montrer que là, il y a vraiment une décision de dénouement de crise. Et en ce moment-là, et seulement en ce moment-là, exiger des syndicats la signature des pactes de stabilité pour un temps bien déterminé afin de pouvoir penser les plaies laissées par ces cycles de grève répétés. Mais est-ce que également vous avez tenu ce discours de vérité au gouvernement, par exemple? Oui. Bon, il est vrai qu'il n'est pas possible de dire que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement a fait quelque chose. Mais nous lui demandons de faire encore un autre pas supplémentaire et dans le domaine aussi, disons, des lenteurs administratives, vraiment d'essayer de booster les travailleurs sénégalais pour que le temps soit consacré au problème des enseignants. Mais justement, est-ce que vous pensez, Mamoudou Mikalom, que l'État est dans les dispositions de faire des pas supplémentaires par rapport, par rapport à la crise qui secoue l'enseignement? Je crois que
je crois que l'État est obligé de faire des pas supplémentaires. Et vous avez bien dit, vous avez bien posé la question à M. Damsek, s'ils ont tenu le même discours au gouvernement. Absolument. Je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. La fine bouche. Parce que des parents, ils représentent des parents. Ils représentent toute la communauté des parents qui font des efforts, même s'ils ne financent pas directement les constructions ou les équipements, il y a des contributions inestimables qu'ils apportent aujourd'hui à l'école sénégalaise. Donc, les 12 milliards qu'ils ont annoncés, si les enseignants tiennent à ce qu'ils augmentent, parce que c'est sur la base de certaines simulations qu'ils ont faites. On ne peut pas dire, peut-être, ça c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on peut satisfaire à toutes les revendications, mais il y a quand même au minimum pour qu'on puisse sortir de ces crises. Il faudra qu'on puisse... Le problème aujourd'hui de l'école sénégalaise, c'est qu'on n'a jamais réussi à anticiper sur certains problèmes. Oui, mais sauf qu'en direction d'une élection, par exemple, ce sont des accords que l'on signe et que l'on ne respecte pas, juste peut-être au-delà de l'échéance électorale. Mais voilà, justement, je ne dirais pas que l'espace scolaire est politisé, mais c'est tout comme. Je le disais tantôt, ou la fois dernière, quand j'intervenais à travers vos ondes, je disais que chacune des chapelles politiques a ses étudiants et ses élèves. À chaque fois qu'on touche quelque part ou qu'on s'agite quelque part, il y a ces élèves-là qui sont dans la rue. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment opportun pour ces élèves-là, ou bien pour ces chapelles politiques, d'agiter leurs bras armés. Moi, ce que je demande à l'État, ce qu'on souhaiterait quand même que l'État fasse, c'est de ne pas prêter le flanc. Justement, on a entendu même des élèves, M. Damsek, aller en grève pour demander à ce que la grève s'arrête. Aujourd'hui, est-ce que les parents d'élèves sont prêts à aller soutenir ces élèves-là pour amener l'État quand même à lâcher du lest, pour que l'école sénégalaise ne connaisse pas avec récurrence ces grèves jusqu'à hypothéquer l'année académique? Nous avons demandé à nos enfants de rester à la maison s'ils ne sont pas en classe. La place de nos enfants, ce n'est pas la rue. Nous ne voulons pas que nos enfants aussi soient instrumentalisés. Sauf que s'ils veulent apprendre, quand même, ils ne peuvent pas rester comme ça à la maison à ne rien faire et à ne rien dire. Vous avez parfaitement raison. Mais ils ne sont pas en sécurité dans la rue. Il vaut mieux qu'ils soient à la maison s'ils ne sont pas à l'école. Et laisser les syndicalistes avec le gouvernement. Exactement. Laisser les syndicalistes avec le gouvernement ou nous laisser, nous, parents, parler aux syndicats et au gouvernement. Et nous n'avons jamais voulu que nos enfants soient vraiment instrumentalisés. Est-ce que vous pensez très sincèrement que cette année pourrait être sauvée par rapport à tout ce qui est en train de se passer entre les syndicats et le gouvernement? Nous avons lancé un cri de cœur pour dire que il ne faut pas qu'on attende le moment pour dire qu'on va sauver l'année. Ce n'est pas l'année qui a sauvé, mais ce sont nos enfants. C'est l'école sénégalaise qui est l'instrument de travail des enseignants qui a sauvé. C'est le niveau de nos enfants qui a relevé. C'est un déficit vraiment de connaissances et de compétences quand on va en grève. Et il n'y a pas du tout vraiment de possibilité peut-être pour rattraper le temps perdu. De ce fait, nous demandons vraiment aux gens d'aller directement dans les classes. Mais justement, nous sommes déjà au mois de mars, il n'y a pas de cours très sérieux dans les écoles. Est-ce que Mamadou Mikalom, vous pensez que cette année pourrait être sauvée pour nous éviter les hécatombes qu'on avait connues l'année dernière? Mais madame, je vous dirais que même si on fait une semaine de cours, on vous dira que l'année est valide. Voilà le danger. Même s'ils ne feront qu'une seule semaine de cours, on nous dira à la fin que l'année est validée. Absolument. Certains élèves iront aux examens. Et on revivra toujours les mêmes hécatombes. Mais il est temps quand même qu'on arrête. Et le Sénégal, ça, est en danger. On parle de l'émergence. On ambitionne de tendre vers l'émergence, etc. Je ne sais pas. Mais il faudra quand même qu'on se dise que vraiment, il est temps qu'on arrête. La rupture qu'on annonçait, il faut qu'elle soit beaucoup plus pratique, qu'elle soit beaucoup plus réaliste. Absolument.
Mamadou Mikalom, que nous allons retrouver aussi dans un instant dans le journal de 13h en Wolof avec Dame Sek, secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Nous allons rappeler les titres. Missira, localité où le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise s'est écrasé. En attendant les premiers éléments de l'enquête, nous avons parlé du lieu où le drame s'est produit, lieu très difficile d'accès. Les techniques liées au premier secours en cas d'accident, beaucoup de Sénégalais l'ignorent. Nous avons fait un tour dans la banlieue dakaroise. Lobot Fall n'est plus. L'ancien transporteur est décédé aujourd'hui des suites d'une maladie à l'hôpital principal de Dakar. L'ancien député socialiste a bien marqué son époque. Youssou N'Dour a parlé de l'homme, une perte immense pour le Sénégal. Vous l'avez suivi. C'est la fin de ce grand journal. À 13h, il sera là Barthélémy Ngom pour le journal à Wolof. Restez avec nous, la première radio du Sénégal.